Bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. Dimanche 28 octobre, Jair Bolsonaro a remporté haut la main les élections présidentielles brésiliennes. Pour la plupart des médias français, cette élection est une catastrophe. C'est la fin du monde, la fin de l'humanité. Bolsonaro serait raciste, fasciste, homophobe. Bref, c'est le diable incarné. Les professeurs dénoncent sur Twitter leur abandon et les violences qu'ils subissent au quotidien. À l'origine, la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux d'un élève braquant un enseignant. Attentat antisémite à Pittsburgh, samedi 27 octobre. Pour les médias, le coupable est tout désigné, Donald Trump. Son langage et la violence de ses attaques seraient un terreau fertile à l'antisémitisme. Et vous retrouverez votre zapping et les tweets de la semaine. Mais alors Hervé, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est que cette barbe florissante? Eh bien, c'est un nouveau look pour une nouvelle vie, puisque Jean-Yves, vous le savez déjà, mais il faut que je l'annonce désormais aux différents internautes. C'est la dernière émission que je vais animer d'immédiat. Je m'en vais pour d'autres cieux. Merci en tout cas Hervé de cette participation, de ce partage pendant ces plus de 200 émissions que nous avons fait ensemble. Nous avons fondé Immédiat ensemble. Immédiat va continuer sans vous, mais toujours en tandem, puisque on a trouvé un remplaçant. La semaine prochaine, vous êtes irremplaçable, Hervé, mais il y aura quelqu'un qui sera à votre place malgré tout. Malgré tout, etc. Le ton va changer, évidemment, mais l'information que vous recherchez, le décryptage médiatique va continuer, évidemment. Et puis moi, écoutez, il faut que je vous remercie, pour votre soutien, pour les informations que vous nous avez envoyées, pour les contacts, les gens que j'ai rencontrés, en dehors de la télévision, en dehors de TV Liberté, les différents retours que j'ai eus, toujours extrêmement chaleureux. Merci pour votre soutien, merci pour votre suivi pendant ces presque 5 années et ces plus de 200 numéros que j'ai animés aux côtés de Jean-Yves. Mais avant tout, évidemment, c'est la dernière émission, donc il est temps de dérouler cette émission. La dernière émission, ensemble. Ensemble, évidemment. La première partie, évidemment, je l'ai annoncé dans ce programme, c'est sur Bolsonaro. Vous l'avez vu, vous l'avez suivi pendant cette semaine médiatique. Bolsonaro, allô les médias, Rio ne répond plus. Eh bien, dimanche 28 octobre, la presse a appris, le monde a appris que Bolsonaro avait remporté haut la main les élections. Dans Le Monde, on titre « Bolsonaro triomphe, le Brésil bascule ». Alors le bascule, il a plusieurs significations, mais surtout, je l'ai retrouvé à travers une dépêche de l'AFP. Le plus grand pays d'Amérique latine a basculé dans l'extrême droite. Basculement politique, mais aussi basculement, évidemment, derrière un trou, dans un trou. Sur Le Figaro, le titre est différent. Le Brésil s'en remet à l'autorité d'un président anti-système. Ce titre-là, qui nous paraît à Jean-Yves comme à moi-même extrêmement factuel, il a été très critiqué sur Twitter. Le premier volet que je vais développer, c'est cette critique de la campagne de Jair Bolsonaro, ce volet qui a été soi-disant extrêmement marqué par les fake news, marqué aussi par les agressions racistes et homophobes. Depuis le premier tour de l'élection, plus de 50 agressions auraient été commises en son nom contre des Noirs, des transsexuels. Plus de 50 agressions commises contre des Noirs et on voit cette illustration avec un ventre montrant une cicatrice avec une croix gammée. Sauf que c'est une fake news. Cette fois-ci, c'est une fake news de la part des médias puisqu'on l'a appris il y a quelque temps. La militante LGBT anti-Bolsonaro, victime d'une agression, en fait, s'était auto-mutilée. Oui, alors c'est une classique du bobard, l'automutilation présentée comme une agression raciste ou comme une agression homophobe. On en a connu au cours des 5 dernières années, on en a connu une dizaine, il y en a eu en France, ça remonte avant. C'est un classique. Bon, ça correspond sans doute à des troubles de la personnalité de la part de la personne qui s'automutile, et ça correspond surtout à un trouble de l'esprit critique de la part des médias, qui gobe le bobard sans la moindre vérification à partir du moment où ça sert l'idéologie qu'ils veulent défendre ou que ça sert la diabolisation de quelqu'un qu'ils considèrent comme devant être combattu. Classique, l'automutilation classique.
Dans les médias français, Libération, eh bien, on s'en souvient, c'était vraiment engagé contre Trump. Cette fois-ci, ils se sont engagés aussi contre Bolsonaro. Eh bien, on voit cette une du samedi 27 et dimanche 28 octobre, national-populisme, la contagion mondiale. Eh bien, on voit ce visage qui vomit quoi? Des personnages aux couleurs du Brésil. Je vais défiler un peu les articles qui ont suivi ce numéro et qui font part. On a à peu près un mois de presse anti-Bolsonaro avec cet éditorial de Laurent Geoffrin. Les droites radicales fondent sur le globe. Brésil, Turquie, Philippines, États-Unis, Europe, les démocraties voient les leaders nationalistes et populistes accéder au pouvoir ou monter. Ce titre, toujours dans cette tribune, Brésil, Apocalypse Now, c'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que Bolsonaro serait sur le point d'être élu. Ou encore Bolsonaro, Trump, Duterte, la montée des carbofascismes. Alors le terme est nouveau. En effet, Bolsonaro n'est pas un écologiste de premier ordre, mais carbofascisme, c'est pas c'est nouveau. non plus un fasciste. C'est un terme de polémique. Voilà, il y a une certaine créativité. Carbofascisme, il y a une certaine créativité. Voilà. Et dans cette page type profil, Bolsonaro, la fulgurante ascension du capitaine de la haine. Réduction non pas ad iclerum, mais réduction ad enum, si on peut le dire comme ça. Voilà, discours de haine classique, oui. Je change de média, je vais passer sur France Info. Vidéo Brésil, ce n'est pas la mort de la démocratie, car les gens ont voté, c'est la mort de l'humanité. La phrase est entre guillemets et elle vient de Flavia Coelho, qui est une chanteuse brésilienne résidant en France. Alors ça c'est extraordinaire parce que j'avais écouté ce moment, il est précédé d'un reportage du Brésil où clairement le journaliste essaie de dire est-ce que vous avez peur de l'élection de Bolsonaro? Et puis il a quand même quelques difficultés à trouver des gens qui dénoncent l'élection de Bolsonaro. Qu'a fait France Info? Ils sont allés chercher une exilée, une représentante du monde artistique, mais surtout militante de la cause LGBT. On l'entend à travers le vocabulaire qu'elle utilise, notamment à travers l'utilisation de ce mot LGBTQ++, etc. Voilà. Et donc, c'est une militante de la cause homosexuelle. Et c'est de ces mots, et c'est cet article qui va être mis en avant sur le site de France Info. Toujours France Info, c'est un projet fasciste, ce que contient le programme de Jair Bolsonaro, élu président du Brésil. Alors on note encore une fois l'utilisation des guillemets dans le titre. Et il faut chercher beaucoup plus loin pour trouver quel est l'auteur de cette citation. Et je défile l'article et je finis par tomber sur ce nom au milieu de l'article, même pas dans l'entête. Maude Chirio, historienne spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil et maître de conférences à l'université de Paris-Est, Marne-la-Vallée. Alors, c'est très intéressant dans ces deux cas, parce qu'on voit que manifestement, les médias vont chercher la personne qui va dire ce qu'ils attendent qu'elle dise. C'est-à-dire que les témoignages, les interventions d'universitaires ou de pseudo-universitaires, d'experts ou de pseudo-experts, ça n'est pas représentatif de l'opinion, ni universitaire, ni même des experts. C'est représentatif de l'opinion qu'a le média et qu'il cherche à faire passer en faisant appel aux gens qui vont apporter les réponses qu'il attend. C'est d'ailleurs un peu le même système avec les interrogations dans la rue ou les micro-trottoirs où on donne la parole, on donne l'accès aux médias à celui qui dit ce qui correspond à ce que croit le journaliste ou le média qui fait le reportage. Dans C'est dans l'air, c'est Thomas Negarov, journaliste pour France Info, justement, qui va s'interroger sur ces élections. Et puis, justement, pour lui, ces élections questionnent quoi? Le principe de la démocratie. Il a dit, vous l'avez cité, moi je ne suis pas le président des minorités, je suis le président de la majorité. Quand il dit ça, en fait, il s'assoit sur ce qu'on appelle la démocratie libérale. La démocratie libérale, c'est quoi? C'est bien sûr la majorité vous confère le pouvoir, mais l'état de droit, c'est aussi garantir le droit des minorités. Et ce qu'il est en train de proposer, comme Orban et comme les autres qui théorisent la démocratie dite illibérale, c'est la dictature de la majorité. J'ai le pouvoir et je m'assois sur les droits des minorités. C'est très dangereux. Et toujours sur cette question de la démocratie, sur France Inter, c'est Pierre Aski, Jair Bolsonaro ou la défaite de la démocratie dans les urnes. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'on a deux journalistes qui sont payés par le service public, qui sont payés par les contribuables, j'allais dire par la majorité des contribuables, mais qui se permettent de dire que la démocratie, c'est pas bien. La démocratie, c'est quoi? C'est le gouvernement de la majorité. C'est la majorité qui décide qui est élu. C'est pas bien, parce que ce qui compte,
c'est les minorités. Et on voit Znegarov qui nous dit mais c'est pas bien, c'est la dictature de la majorité, alors qu'effectivement, aujourd'hui, avec ce que nous avons dans les médias, parce que l'influence des grands lobbies, etc., nous vivons dans la dictature des minorités. Voilà. Nous vivons dans la dictature des minorités, et effectivement, ce qu'on appelle les populistes, que ce soit Trump, ou que ce soit Bolsonaro, ou Salvini, ou Orban, ils renversent la dictature des minorités en permettant à la majorité de retrouver la place légitime, la place qui lui revient. Et tous ces gens-là, eh bien, ça les choque. Voilà. Donc c'est vraiment un conflit entre ce que j'appelle la tyrannie médiatique qui s'oppose à la volonté du peuple. Alors vous l'avez probablement vu dans les médias, Bolsonaro est décrit d'une manière extrêmement orientée. Il est décrit non seulement comme raciste, homophobe, mais aussi misogyne. Il est absolument explicitement misogyne, raciste, homophobe, antidémocratique. Comme Donald Trump. Vous l'avez vu là, BFM TV fait l'interview d'un politologue. Que dit le politologue ? Politologue. Que dit le politologue ? Il dit qu'il est raciste, misogyne, homophobe, antidémocratique. C'est un politologue. Et il n'argumente pas du tout. Aucune information, si ce n'est, on est à la limite de l'insulte. À la limite de l'insulte. Voilà. Pour un politologue, personnellement, je trouve ça un peu faible. Alors, est-ce qu'il a été coupé au montage ? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai été vraiment choqué par ce passage. Ben, c'est pas un politologue, c'est un expert qui est là pour dire ce qu'on attend qu'il dise. Point barre. Voilà. Oui, alors, en plus, ce politologue, il se moque un peu du monde parce qu'il nous dit Bolsonaro est misogyne. Ben oui, mais enfin, le problème, c'est que la majorité des femmes ont voté pour lui. Il y a plus de 50% des femmes qui ont voté pour lui et elle l'avait même placé en tête dès le premier tour. Bon, non, misogyne, mais enfin, il a le vote des femmes. On lui reproche d'être raciste aussi. Il lui dit il est raciste. Alors ça, c'est bien, mais quand on regarde le vote selon les races, les origines raciales au Brésil, il a une nette majorité chez les Blancs, qui représente un peu plus de 40% de la population brésilienne, mais il a aussi la majorité chez les Noirs et les Métis, qui représentent une autre fraction très importante, plus importante encore, de la population brésilienne, et il a aussi la majorité chez les Amérindiens. Donc, il a la majorité chez les Blancs, d'accord, mais aussi la majorité chez les Métis, chez les Noirs et chez les Amérindiens. Alors, il faudrait quand même savoir, quoi. Voilà. C'est peu... Je crois que tous ces arguments sont assez peu sérieux. Sur France 24, eh bien évidemment, cet article, Jair Bolsonaro risque d'isoler le Brésil sur le plan diplomatique. Alors, sera-t-il isolé diplomatiquement, Jean-Yves ? Bah écoutez, j'ai vu une carte tout à l'heure où on voyait que pouvaient fonctionner avec lui les États-Unis d'Amérique, la Russie, l'Inde et un certain nombre de pays européens. C'est déjà un isolement très relatif. J'ajoute qu'il a des positions tout à fait pro-israéliennes, qu'il assume parfaitement, qui ne vont pas non plus complètement l'isoler. Bon, peut-être l'isoler de certains milieux, de certains pays, mais certainement pas de tous les pays. Voilà quelqu'un qui part dans son patrimoine diplomatique, si j'en crois les cartes, il part avec les États-Unis, il peut être compris en Inde, il peut être compris en Russie, il peut être bien vu en Israël, il ne va pas être tout à fait isolé. Hein. Voilà, pas trop de soucis à se faire. Personnellement, moi, j'ai relevé un biais médiatique, notamment auprès des journalistes de terrain. C'était une question relativement récurrente. Eh bien, les journalistes, notamment français, ont posé à chaque fois cette même question. Avez-vous peur de l'élection de Bolsonaro ? Est-ce que vous n'avez pas peur que le Brésil bascule dans l'ultra-violent, justement, avec le port d'armes généralisé ? Mais violento do que já é, os bandidos estão na rua com fuzil na mão. Que mais violência do que isso? Você não poder sair da sua casa, não poder ir na esquina comprar um pão, vai ser assaltado. A gente tem que mudar, acabar com isso. Oui, alors c'est extraordinaire. L'ultra-violence au Brésil, elle n'a pas besoin de Bolsonaro. Au contraire, il est là pour lutter contre l'ultra-violence. Le Brésil est le pays le plus violent, le pays qui a le plus d'homicides par habitant, qui a 50 000 homicides recensés chaque année. Recensés. Il y a ceux qui ne sont pas recensés. C'est-à-dire en 10 ans l'équivalent de la ville de Lyon. Voilà. Alors quand on dit la violence, elle est omniprésente au Brésil, et c'est probablement une des raisons de l'explication du vote de Bolsonaro, c'est que y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup de gens pauvres aussi, riches, pauvres, qui veulent en finir avec ça. Donc vraiment, les journalistes là sont dans le délire complet par rapport au réel. Et alors vous vous en souvenez sûrement, au moment de l'élection de Donald Trump, eh bien on avait ces personnes qui criaient au pied de la tour, la Trump Tower. Eh bien là c'est la même chose.
Et évidemment, les médias sont présents. Eh bien, on a des personnes qui s'égosillent en disant « non, je ne veux pas que ce soit mon président ». Oui, alors là aussi, on est dans le déni de réel, parce qu'en général, quand on couvre une élection, on couvre, je dirais, prioritairement le camp des vainqueurs, le camp du vainqueur. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas le point de vue des vaincus, mais le point de vue qui doit être privilégié, si on veut être strictement objectif, c'est le point de vue du vainqueur. Et si on ne veut pas privilégier le point de vue du vainqueur, au moins on donne un certain équilibre. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont mécontents. Oui, quand on perd des élections, on est mécontent. Il y a aussi des gens qui sont heureux. Et ceux-là, on ne les verra pas. Et enfin, pour terminer, élection au Brésil, les intellectuels s'élèvent contre le candidat d'extrême droite. Eh bien, Le Monde annonce qu'une part non négligeable des intellectuels compte quitter le Brésil en désaccord avec l'élection de Jair Bolsonaro. S'ils pouvaient éviter de venir en France, ce ne serait pas plus mal. Reste que moi, je suis choqué par l'emploi de ce mot, les intellectuels. Les intellectuels, moi j'aurais dit plutôt des intellectuels. Des intellectuels, c'est toujours, regardez quand vous lisez un titre, l'article défini ou l'article indéfini. Très souvent, il y a un abus en utilisant l'article défini au lieu d'utiliser l'article indéfini. Reste que, évidemment, ça ne nous a pas échappé. Eh bien, dans l'ensemble des articles que j'ai cités, Bolsonaro est décrit comme d'extrême droite, fasciste, etc., etc., etc. Il a à peu près tous les mots. C'est le diable incarné. Sauf que cette vision du fascisme, sauf que cette vision de l'extrême droite, elle n'est pas partagée par tout le monde. Et j'ai trouvé cet extrait. C'est Alexandre Delval qui nous dit « Non, c'est absurde de dire qu'il est d'extrême droite ». Et donc, si on remet dans le contexte, Bolsonaro, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut qualifier véritablement d'extrême droite. Par contre, c'est populiste probablement, même si le mot a plusieurs connotations. Je ne pense pas qu'il est trop nié d'ailleurs. Populiste, évangélique. Il est converti à l'évangélisme protestant, très pro-américain, très pro-Israël. Eh bien, sur les mots d'Alexandre Delval, je vous propose, Jean-Yves, de passer au zapping des médias. Partis du nord du Honduras il y a une semaine, des milliers de réfugiés se retrouvent encore bloqués à la frontière mexicaine. Ces migrants, honduriens pour la plupart, espéraient rejoindre les États-Unis en masse en passant par ce pont frontalier avec le Guatemala. Dans le centre de Tunis, on va retrouver Frida Damani. Vous êtes la correspondante de Jeune Afrique à Tunis. Une femme se serait fait exploser à proximité de policiers. Vous vous trouvez à une 50aine de mètres du lieu de l'explosion. Très souvent, ces attentats visent ce qu'on appelle les taroutes, c'est-à-dire les policiers qui sont considérés par les mouvements extrémistes comme des mécréants et des suppôts de Satan. Là, il n'y a pas d'invasion. Vous savez quelle invasion nous subissons? Vous savez quelle invasion nous subissons? Celle des touristes. La scène se passe vers 23h. Un homme bouscule une femme avant d'aller s'asseoir au fond du bus. Cette dernière lui reproche de ne pas avoir présenté ses excuses et rajoute qu'il a été mal éduqué. En guise de réponse, des insultes. Le ton monte et le jeune homme en vient aux mains. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Maintenant, on va prendre des chiffres sérieusement, puisque vous voulez des chiffres. Les chiffres que je tiens du ministère de l'Intérieur. Il y a eu 260 000 entrées légales en 2017 par le regroupement familial, les étudiants et les mariages. Depuis 20 ans, Nathalie tient son salon de coiffure au centre commercial de la Rabatterie à Saint-Pierre-des-Corps, un quartier dit sensible. Depuis 15 ans, elle signale à la mairie, qui la reçoit régulièrement, que les incivilités sont en augmentation. Mais après une nouvelle détérioration de son commerce, elle veut faire part de son ras-le-bol. Ça monte en crescendo depuis 5-6 ans. C'est vraiment devenu invivable. On a le rodéo, on a un trafic qui se fait de tout genre d'ailleurs. Il y a eu près 100 000 droits d'asile. Demande d'asile. Demande d'asile, mais sauf que l'essentiel est débouté, sauf que personne ne part. Vous n'en savez rien. Personne, mais le Sénat l'a dit lui-même, monsieur Veil, arrêtez. Personne ne part. Et on doit rajouter 50 000 ce qu'on appelle mineurs non accompagnés. Alors, c'est important ce que vous dites là, messieurs. Attendez, non, j'ai pas fini. Ça fait 410 000 par an. D'abord, il dit, on connaît tout ça. Mais l'intérêt du livre de Davé et l'homme, c'est que tous les faits sont rassemblés dans un seul livre. Et ça prouve qu'à partir d'un certain degré de concentration ethnique, le communautarisme se met en marche de toutes les manières possibles.
et finit par saturer un territoire. Mais il y a le fils d'un homme extrêmement important, milliardaire français, qui a été condamné à 30 mois de prison avec sursis pour diffusion d'images pédopornographiques. Je ne vais pas citer son nom, si les gens veulent lire le livre, ils le liront. Eh bien, l'affaire ne filtrera pas dans la presse parce que c'est Mimi Marchand qui en est à l'origine. Mais comment vous pouvez... Non, elle n'est pas à l'origine de cette affaire de pornographie. Évidemment, mais elle est à l'origine du fait que ça ne filtrera pas. Mais... Coluche, par exemple, ou même Fernand Reynaud, enfin, je sais pas, vous prenez des choses qui paraissaient évidentes. Pierre Péchin, dont on a beaucoup parlé il y a quelque temps. Tout ça n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il y a un comique officiel, qui est souvent une espèce de comique troupier, on le trouve à France Inter, aux gens, c'est d'ailleurs un comique qui n'est pas très drôle, mais qui n'est pas un comique, qui est une façon de ricaner, de riocher, de dire des méchancetés en balançant des vannes, en prétendant que c'est de l'humour. C'est lors de sa garde à vue en juillet qu'Alexandre Benalla constate que des données s'effacent de son téléphone. Et ce, alors qu'il est en train de le consulter avec les enquêteurs. On a pu constater que des SMS disparaissaient au fur et à mesure. La date apparaissant a même changé. Il était noté 1970. Oui, alors quelques petits commentaires, Hervé. Bon, d'abord, ce qui est très important, c'est l'affaire de la disparition, si elle est exacte, des SMS de Benalla. Parce que, si j'ai bien compris, ce qui semble quand même probablement exact, le téléphone de Benalla, le contrôle en a été pris depuis l'extérieur. Et depuis l'extérieur, on a fait tomber les SMS. Ce qui s'appelle de la destruction de preuves. De la destruction de preuves. Oui, parce qu'en fait, les textos, aujourd'hui, sont aujourd'hui considérés comme des preuves. Comme des éléments de preuve, en tout cas, ou des éléments... Bon. Et donc, c'est de la destruction de preuves, donc c'est du pénal. Voilà, ça c'est du pénal. Je ne sais pas si le parquet va ouvrir une enquête sur cette affaire, mais je pense que si une telle affaire avait concerné Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou François Fillon ou d'autres, le parquet ouvrirait immédiatement une enquête parce que la destruction de preuves, c'est tout de même quelque chose d'assez grave, d'assez sérieux. La deuxième chose, on est toujours dans le registre Macron. C'est ce qu'on nous révèle, ce que Pro nous révèle dans le livre de Mimi Marchand. Mimi Marchand a réussi à étouffer une affaire qui concernait un personnage puissant ou le fils d'un personnage puissant. C'est-à-dire que son métier, Mimi Marchand, c'est d'étouffer, d'empêcher de faire sortir un certain nombre d'informations. Son métier, vous allez un peu fort quand même. Elle est payée pour ça. Elle est payée, elle a été payée, en tout cas, elle a très bien réussi à faire monter le couple Macron. Oui, mais non seulement elle a fait monter le couple Macron, mais elle a été aussi chargée de contrôler l'image du couple Macron et peut-être de supprimer un certain nombre d'informations que le couple Macron ne souhaitait pas faire apparaître. En tout cas, on peut se poser la question. Le troisième point sur lequel je voudrais revenir, c'est le très beau passage du zapping où on voit l'affrontement sur l'immigration entre Patrick Weil et Éric Zemmour. Patrick Weil qui est présenté comme un historien spécialiste de l'immigration par la journaliste qui le présente, pendant que Zemmour est présenté comme un essayiste, un polémiste aux thèses controversées. On voit bien déjà l'équilibre dans la présentation des deux personnages, alors que Patrick Weil raconte des sornettes sur l'immigration depuis 40 ans, c'est pour ça qu'il est toujours invité d'ailleurs à la télévision, et Zemmour, lui, donne les chiffres. Il donne les chiffres. Nous nous sommes battus aussi sur ce type de chiffres. Ce sont exactement les mêmes que les vôtres. Et pourtant, vous avez été mis en cause. Vous avez été mis en cause par Libé Desintox, qui est, moi je tiens à le préciser, relativement sérieux habituellement dans ses analyses. Et là, je vois Zemmour qui reprend exactement les mêmes chiffres que les vôtres. C'est très simple, parce que l'arithmétique, elle vaut pour tout le monde. Il y a 260 000 entrées au titre des titres de séjour. Il y a 100 000 demandeurs d'asile. Il y a 50 000 mineurs isolés. Vous arrivez, que vous le vouliez ou non, à 410, 420 000. Et puis voilà, avec les enfants dont certains ne sont pas pris en compte. Les enfants mineurs de moins de 13 ans ne sont pas forcément pris en compte dans toutes les statistiques. En dehors des mineurs isolés, c'est une autre affaire. Voilà, donc le chiffre de 410 000, 420 000, il est incontournable. La seule chose qu'on peut dire, c'est que si on veut être tout à fait rigoureux, il faudrait retirer des titres de séjour, ce qui correspond à des régularisations, soit au titre du droit d'asile, soit au titre de l'humanitaire. C'est-à-dire des gens qui étaient déjà là et qui sont régularisés
Ça touche quelques dizaines de milliers de personnes, mais le chiffre global de 410 000, 420 000, c'est le bon. Et quand M. Patrick Weil nous dit le problème, c'est l'invasion de touristes, c'est vrai que le tourisme, ça n'a pas que des côtés positifs, c'est vrai, mais enfin, c'est pas du tout un problème de la même ampleur, tout simplement parce que le touriste repart, alors que l'immigré, même illégal, a tendance à s'installer. Bien Jean-Yves, passons à la troisième partie, Créteil du pistolet au hashtag pas de vague. L'affaire commence à être presque vieille, mais la semaine dernière, Jean-Yves comme moi-même n'étions pas présents, on n'a pas pu traiter ce fait médiatique que je considère comme majeur. Eh bien, le 19 octobre, Pierre Sautarel retweet cette information et cette vidéo, tranche de vie de prof. Elle se fait braquer par un élève pour rigoler. Elle se fait braquer pour que le braqueur soit noté présent. Vous avez sûrement vu la vidéo, on va la regarder de nouveau ensemble. La vidéo va être repérée par les différents médias, notamment en premier par Le Parisien. Créteil, il braque sa prof en classe pour qu'elle le note présent. Et suite à l'article du Parisien, l'ensemble de la classe médiatique va reprendre cette information. La vidéo est choquante, extrêmement choquante, a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux et a choqué la plupart des lecteurs. Sauf que dans le week-end qui a suivi, les professeurs se sont lâchés. Ils ont utilisé un hashtag pas de vague, un hashtag exutoire. Créteil, des enseignants témoignent avec le hashtag pas de vague en soutien à leurs collègues braqués par un élève. Pour certains journalistes, ce hashtag pas de vague, c'est un peu le MeToo des enseignants. Le MeToo, Jean-Yves, on s'en souvient, c'était ce hashtag qui avait permis soi-disant, entre guillemets, la libéralisation de la voix des femmes, de la parole des femmes. Oui, avec beaucoup d'accusations, pas toujours justifiées au demeurant. Reste qu'en fait, ces hashtags, désormais, les journalistes, sont très prudents. En tout cas, ils font attention à ces hashtags et elle va prendre de l'importance avec notamment cette une de 20 minutes. Violence contre les profs, surtout pas de vague. D'où vient ce mot? Pourquoi pas de vague? On retourne à la source et on trouve ce tweet. Les proviseurs reçoivent une prime lorsqu'il n'y a aucun incident signalé au cours de l'année dans les établissements. Cette information, elle a été décryptée par le journal 20 minutes. Pas de vague, non, les proviseurs ne reçoivent pas de primes selon leur discrétion disciplinaire. Et en fait, en regardant attentivement l'article, on s'aperçoit qu'ils disent non, mais en fait, oui aussi en même temps. Parce que c'est pas le seul critère, ça fait partie de plein d'autres critères qui permettent de recevoir une prime. Alors, si vous voulez, derrière ça, il y a le problème des évaluations, qu'on fait beaucoup dans les entreprises privées, beaucoup dans les administrations, et qui consistent, au fond, à chercher à remplir des cases, et non pas à diriger véritablement son lycée. Donc, le proviseur qui veut remplir des cases, il va essayer d'éviter de remplir la case avec beaucoup de problèmes. Donc, il va avoir tendance à mettre la poussière sous le tapis. Et un proviseur qui signalerait tous les incidents, on dirait que c'est un mauvais lycée. Les évaluateurs, le rectorat, dirait que c'est un mauvais lycée ou que c'est quelqu'un qui ne sait pas bien gérer les problèmes. Donc il y a un intérêt à étouffer les affaires. Et puis je vais vous dire quelque chose, Hervé. Le prochain hashtag pas de vague, il ne viendra pas des profs, il viendra des policiers qui révéleront toutes les consignes qu'ils reçoivent pour ne pas agir, pour que les problèmes n'apparaissent pas. Et puis il y a un jour, il y aura un pas de vague chez les policiers. Oui, mais je ne serai pas là pour en parler avec vous. Écoutez, non, mais s'il y a des policiers qui nous écoutent, je les invite à méditer ce propos. En tout cas, en regardant les tweets, la parole des profs glace le sang. On va prendre juste 2 exemples. Ma collègue insultée de sale pute par un élève et qui demande une sanction auprès du principal. Réponse de ce dernier: oh, vous êtes susceptible aussi. Un autre témoignage: on m'a craché dessus, on m'a menacé de me castagner à la sortie, punition aucune, je porte plainte au CDE. Bon, j'ai posé 3 jours d'exclusion, mais vous êtes dans le répressif, pas dans l'éducatif. Autre fait médiatique qui va être extrêmement importante et qui va continuer en fait ce feu, cette flamme en fait des professeurs, c'est l'interview par le JDD de Blanquer. Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale,
qui va réagir et qui va dire le braquage dans un lycée de Créteil justifie l'interdiction du téléphone portable. Au lieu de parler en fait de ces professeurs qui sont lâchés par l'administration, au lieu de parler de la violence dans les collèges, eh bien on parle des téléphones portables. Eh bien oui, parce que le téléphone portable, il révèle la réalité. Et alors on peut dire, il révèle, il peut peut-être pousser à certains actes pour le plaisir d'être filmé. Sauf que des violences dans les lycées contre les profs, des mises en cause des professeurs dans les lycées, dans les collèges, ça existait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Il y avait des portables, mais il n'y avait pas des portables dans les classes. Donc le problème, il est indépendant du portable. Ce que veut Blanquer, évidemment, c'est qu'on ne voit pas les choses, étouffer l'affaire. Ce type-là est un enfumeur de première. On fait le rideau de fumée face à la réalité. Au niveau des experts, au niveau des intervenants en fait médiatiques, eh bien évidemment les médias se sont tournés vers les représentants des syndicats et on a vu une espèce de surreprésentation de Jean-Rémy Girard, qui a fait notamment le plateau sur RMC et aussi BFM TV. Qui est Jean-Rémy Girard? Eh bien c'est le président, le représentant de la SNALC, qui est un syndicat du SNALC, qui est un syndicat plutôt représenté à droite, mais il est minoritaire. Ce syndicat est minoritaire chez les professeurs. Pas de réaction de la FSU, je crois, qui est le syndicat majoritaire des professeurs. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la FSU est dans un jeu de connivence avec l'administration pour étouffer les affaires. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est représentatif du fait que les syndicats ne représentent plus les gens qu'ils sont censés représenter et que, résultat, les gens sont obligés de passer par les réseaux sociaux pour dire ce qu'ils ont à dire, indépendamment de leur hiérarchie, aussi bien administrative que syndicale. Revenons sur notre braqueur, celui qui a mis le feu aux poudres. Eh bien, assez rapidement, les médias vont essayer de dresser un portrait plutôt sympathique du braqueur. Vous allez voir, c'est sur France 2. Que sait-on de ce jeune lycéen et comment s'est-il comporté ces dernières heures devant les enquêteurs ? Le jeune lycéen aura 16 ans le mois prochain et c'est un garçon plutôt sympathique selon ceux qui le connaissent. Sauf que, manque de bol, peut-être est-il sympathique, mais c'est aussi un multirécidiviste. Information Le Point, Créteil, en août, le lycéen s'était battu avec un policier, notamment au moment d'une interpellation, pour une histoire notamment de consommation de drogue. On est en plein dans le classique de la désinformation où le délinquant est toujours présenté comme sympathique. Forcément, on interroge ses copains délinquants ou sa famille, donc ils vont vous dire qu'il est sympathique. Mais c'est le classique de la désinformation. Le type est sympathique. En général, c'est un multirécidiviste. Et là, ça n'a pas manqué, comme d'habitude. Sur RTL, on va reprendre la thèse en fait du braqueur. Alors oui, c'est vrai que c'est important, mais le problème, c'est que la place que ça prend. Le braqueur nous dit « C'était une blague », a-t-il expliqué aux enquêteurs. « Ma prof savait que ce n'était pas un vrai pistolet ». Et mieux encore, c'est sur BFM TV, élève qui braque sa professeure à Créteil. Sa famille dénonce une affaire montée en épingle. Un peu plus loin, je lis. La famille précise que cette affaire n'aurait pas eu lieu sans la diffusion de la vidéo et estime que le fils a déjà subi cette affaire. C'est pas complètement faux, mais c'est quand même fort de cacao. Pauvre petit. Vous êtes d'accord, Hervé? C'est un pauvre petit. Eh ben, en tout cas, il serait à plaindre. Enfin, et pour terminer rapidement en fait ce volet, sur France Info, eh ben, on nous affirme que c'est un incident dramatique mais exceptionnel. Qu'en fait, il n'y a pas une augmentation de la violence. Le nombre d'incidents resterait stable, notamment dans ces quartiers, dans ces banlieues. Et pour confirmer tout ça, eh bien, c'est une tribune signée par les professeurs, publiée dans Le Parisien. Oui, nous sommes fiers de nos lycées. 10 collègues de la prof braquée à Créteil défendent leur lycée. Pour eux, cette vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux ne serait pas du tout représentative de la réalité de ce lycée. Voilà. Pour terminer, il y a eu un papier dans Le Monde du 31 octobre sur la lente érosion de l'autorité professorale, qui est un papier qui prend un peu de recul, qui n'est pas inintéressant, qui montre les problèmes qu'il peut y avoir comme conséquence de l'esprit de 68, comme conséquence de l'érosion de l'autorité patriarcale qui débouche sur l'érosion de l'autorité professorale, sur la dictature de l'instant dans la société contemporaine, toutes choses qui sont assez justes, mais qui n'expliquent pas toute la situation. Parce que malgré tout, toutes ces violences contre les professeurs, dans les collèges, dans les lycées, voire parfois dans les écoles primaires,
c'est pas réparti également sur tout le territoire. C'est peut-être présent un peu partout, mais pas du tout dans les mêmes proportions. C'est évidemment d'abord et surtout dans les quartiers de l'immigration que le problème se pose. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que beaucoup d'enfants, je ne dis pas tous les enfants, beaucoup d'enfants issus des quartiers de l'immigration, beaucoup de jeunes issus des quartiers de l'immigration, n'acceptent pas l'autorité professorale, qui est souvent une autorité européenne, qui est souvent une autorité française, n'acceptent pas l'autorité d'éducation nationale. Donc derrière ça, il y a un conflit ethnique. Voilà. Ça, c'est la réalité dont personne ne parle, parce que c'est la réalité qui dérange le plus, et pourtant, c'est celle dont il faut aussi parler. Jean-Yves, passons au tweet d'immédiat. On a un cas d'école de censure. Les Simpsons, c'est un dessin animé, un personnage ancien, connu des enfants et même de plusieurs générations d'enfants. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va supprimer un personnage. Parce qu'un personnage, paraît-il, n'est pas tout à fait politiquement correct parce qu'il exprimerait trop des caricatural, opinions racistes qui seraient trop caricaturales. Sauf que on supprime un personnage. Ce dessin animé est caricatural en soi. Ce n'est que de la caricature, ou presque. Hein. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il réussit d'ailleurs, parce qu'il est un peu en arrêt de vivre. Voilà. Et donc on a un cas de censure à l'état pur, un cas parmi des centaines, des milliers d'autres. Ce sera d'ailleurs l'objet du forum de la dissidence de Polémia du 17 novembre face à la censure, tous dissidents. Voilà encore un cas de censure. Bon. Ensuite, on a, je trouve, c'est assez amusant, le magazine littéraire qui fait sa une sur les menteurs avec les dirigeants populistes. Alors on va trouver Trump, populiste ou réputé tel, mal vu du système, on va dire, on va Trump, on a Bolsonaro, on a Poutine, on a Orban, etc. Bon. Alors, c'est quand même assez drôle parce que le magazine littéraire, d'abord, c'est un machin totalement déficitaire. Et c'est un machin qui est contrôlé, alors, par tout ce qui est gratin du capitalisme mondialiste. Qu'est-ce que vous avez parmi les actionnaires ? Vous avez Perdriel, le nouvel observateur, l'observateur. Vous avez Xavier Niel, qui a participé au sauvetage, qui est dans le capital du Monde. Vous avez Bruno Ledoux, qui a fait sa carrière avec Lehman Brothers et qui a participé au sauvetage de Libé. Donc vous voyez, voilà un organe déficitaire, financé par des financiers mondialistes et qui va dire ceux-là sont des menteurs. On peut quand même se poser la question de l'honnêteté de ceux qui disent cela. Bon, et alors, donc, on a une déclaration très belle de M. Kretinsky qui cherche à acheter des journaux français, notamment Le Monde, c'est pas rien, et qui explique que les médias sont là pour éclairer l'opinion, et qu'en démocratie, l'opinion a besoin d'être éclairée
par les médias, il est évident qu'il s'agit de non pas d'éclairer les électeurs, mais au contraire de leur donner la bonne propagande pour qu'ils votent pour les bons candidats. J'ajoute que ce Kretinsky, personne ne sait très bien d'où vient sa fortune, d'où vient l'argent qu'il va mettre pour acheter des médias français, et sans doute pas le plus négligeable puisqu'on parle du Monde. Et alors, avant de terminer cette partie, Jean-Yves, je vais vous demander, est-ce que vous avez lu Kant ? Non, écoutez Hervé, je ne suis pas tellement d'esprit philosophe et je n'ai pas lu Kant. Vous n'avez pas lu Kant et c'est probablement la raison, selon l'Express, pour laquelle vous ne faites pas tous les plateaux. Ils sont beaux, ils sont sur tous les plateaux et ils ont lu Kant. C'est probablement la raison pour laquelle ils font tous les plateaux. Jean-Yves, passons à la 5e et dernière partie. Pittsburgh, le coupable, c'est la rhétorique. Samedi 27 octobre, attentat antisémite dans une synagogue à Pittsburgh, aux États-Unis. Assez rapidement, les médias vont se précipiter et notamment on va relever un bobard, une fausse information d'un journaliste sur place qui va déclarer dans un premier temps que le terroriste, la personne qui a tué ces juifs dans cette synagogue, était un suppôt de Trump, un supporter de Trump. Ce n'est pas moi qui ai relevé l'information, mais c'est Valorant Saint-Just sur le plateau de France Info. Je vous rappelle, M. Dely, que M. Cadier, représentant de France 2 aux États-Unis, depuis 3 jours, laisse filtrer l'information selon laquelle l'assassin de Pittsburgh est un suppôt de un partenaire de M. Trump. On va commencer par le Brésil. Il est obligé de s'excuser devant cette fake news. Voilà comment est-ce que ça se passe aujourd'hui et ce matin. Immédiatement après, la rhétorique qui va se mettre en place, c'est que Trump est responsable de cette tuerie, Trump est responsable de cet acte terroriste, notamment à cause de son langage et de l'ambiance générale qui se dégage aux États-Unis. Dans la campagne, on a eu toute une rhétorique, notamment contre les musulmans, mais également contre beaucoup d'autres catégories de personnes, un langage relâché, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les femmes. Et c'est vrai que tout ça a enflammé la campagne, a donné l'impression de la part de Donald Trump qui donnait un blanc-seing à ces groupes suprématistes. Dans l'Obs, on pose cette question rhétorique, attaque antisémite de Pittsburgh. Trump est-il responsable ? Sa responsabilité n'est pas directe, note le journaliste. Évidemment, mais le langage du président américain, les cibles qu'il choisit et la violence de ses attaques sont un terreau fertile. Idem dans Mariam, massacre de Pittsburgh, Trump a laissé les néo-nazis donner de la voix. Et enfin, même thèse à peu près dans Mediapart, attentat antisémite de Pittsburgh, Donald Trump face à ces monstres. Le président américain a tardé à dénoncer le caractère antisémite de cet attentat. Alors là, c'est extraordinaire, parce qu'il n'y a absolument aucun fait qui relie l'auteur de l'attentat à Trump. Et je veux dire, on peut accuser Trump de beaucoup de choses. On peut dire qu'il est misogyne, on peut dire qu'il est contre l'immigration, on peut dire qu'il est plutôt contre l'islam. Sauf qu'on ne peut pas dire qu'il est antisémite, on ne peut pas dire qu'il est contre les juifs, on ne peut pas dire qu'il est contre Israël. Au contraire, il est même plutôt... il a une politique clairement pro-israélienne et il a beaucoup de juifs dans son entourage gouvernemental. Donc on ne peut pas l'accuser de ça. Alors comme on ne peut pas l'accuser de ça, qu'on ne peut pas accuser l'auteur de l'attentat d'être proche de Trump, parce que rien ne permet de le dire, et ce serait absurde, eh bien on explique que c'est la rhétorique générale, le climat qui permet ça. C'est absolument surréaliste. Alors le pire dans cette histoire, c'est qu'en fait, le climat de Trump, etc., en fait, c'est la rhétorique aux États-Unis des démocrates. Les démocrates accusent Donald Trump, ils disent que c'est à cause de sa rhétorique qu'il y a autant de haine et de division dans l'Amérique, mais il faut voir les choses en face. La violence ne date pas de Donald Trump, elle est inscrite dans la société américaine. Vous avez rappelé ce chiffre terrifiant, 294, il y a eu 294 tueries de masse depuis le 1er janvier 2018 ici. Alors... Absolument, voilà, ça c'est bien. Ça, là, on va donner un petit coup de chapeau au gars de France 2, là, qui corrige son collègue correspondant aux États-Unis en rappelant simplement les faits. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'en fait, tous les médias français et le correspondant de France 2 aux États-Unis reprennent la rhétorique d'un camp, qui est en l'occurrence le camp démocrate, le camp des adversaires de Trump. Alors, qui donne le point de vue... Sans préciser d'ailleurs que c'est... Voilà, qui donne le point de vue des démocrates ou des adversaires de Trump, c'est normal, à condition de le citer, de citer qui a ce point de vue,
et éventuellement de citer aussi l'autre point de vue. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'on leur demande. On leur demande simplement d'être honnêtes. C'est peut-être trop exigeant, sans doute. Alors Jean-Yves, je vois qu'il n'y a rien sur la table et je vais vous demander si vous avez le coup de chapeau habituel de cette fin d'émission. Mais le coup de chapeau habituel, Hervé, c'est pour un barbu. C'est pour vous, parce que vous avez très bien travaillé au cours de ces 200 émissions. Voilà, donc voilà le coup de chapeau un peu final. Et tous mes vœux pour votre nouvelle vie. Voilà. Eh bien, c'est à moi de vous faire mes adieux. Non, je dirais plutôt un au revoir. Un au revoir parce que, évidemment, je ne vais pas complètement disparaître du paysage médiatique. Je serai beaucoup moins en avant, je pense, mais je ne vais pas complètement disparaître. Et évidemment, je serai quand même ravi à chaque fois de vous voir, de vous rencontrer à nouveau, de pouvoir parler, échanger avec vous. C'est extrêmement important pour moi. Et ça m'a énormément touché, tous ces contacts que j'ai pu avoir avec vous, les internautes, avec vous qui regardiez Immédiat et qui aimez TV Liberté. Et je vais faire cette conclusion presque habituelle, ça sera la dernière en fait. Continuez à nous envoyer les informations que vous voyez à travers votre propre veille médiatique à l'adresse i-media@tvliberté.com. Et puis, partagez cette émission, partagez, c'est la dernière, en plus c'est la dernière fois que je vous recommande de faire ça sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et Jean-Yves, je vous laisse ce dernier mot. Eh ben, Hervé, à la prochaine. Et pour le prochain Immédiat, rendez-vous dans une semaine avec votre remplaçant, voilà, Nicolas Faure. Nicolas Faure, que vous connaissez déjà un petit peu, amis internautes, puisque c'est lui qui réalisait les portraits piquants. Voilà, et à bientôt et à la semaine prochaine.